Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me nomme Jason Paré et je suis très heureux de vous présenter un nouvel épisode de L'Étrange Programme, votre magazine consacré à la culture de l'étrange et de l'insolite. Au programme cette semaine, nous recevons Marc Boisclair, le rédacteur en chef et cofondateur du site Horreur Québec. En chronique, Sébastien Bourget a testé pour nous le démo du jeu Outlast 2. Élise Lucie-Henri Pain nous dit ce qu'elle pense du livre-jeu La Tour de l'Alchimiste de François Lévin. Finalement, Alexia Sotton nous présente un reportage sur la 15e édition du Festival Spasme. Mais pour débuter, voici les étranges en bref. Executed. 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 Mars. Fin octobre, l'Agence spatiale européenne annonçait l'écrasement du module Schiaparelli à la surface de Mars. Schiaparelli serait arrivé à une vitesse beaucoup plus rapide que prévu, ce qui expliquerait l'incident. Toujours selon l'agence, les réservoirs de carburant du module, qui n'étaient pas vidés, pourraient avoir explosé au moment de l'impact. C'est la deuxième fois que l'Europe spatiale échoue à faire atterrir en douceur un engin sur Mars, 13 ans après les mésaventures de l'atterrisseur britannique Beagle 2. Rien n'indique par contre si le Beagle était au sésame ou au pavot. Japon. Le Comité international olympique envisagerait d'organiser une partie des Jeux de 2020 dans la préfecture japonaise de Fukushima, qui avait été décontaminée suite à un accident nucléaire en 2011. L'objectif serait de redonner confiance et espoir aux habitants. La préfecture de Fukushima pourrait accueillir les compétitions de baseball ou de softball. D'autres disciplines ont également été évoquées récemment. Même si la majorité des territoires ont été décontaminés, on s'interroge sur la possibilité que certains sportifs pourraient être réticents à compétitionner à cet endroit. En même temps, avec le genre de cochonnerie qu'ingèrent certains sportifs pour être plus performants, pas un peu de radiation qui va changer grand-chose, hein? Non, je ne parle pas que des athlètes russes. Écosse. Un sous-marin allemand de la Première Guerre, qui selon la légende aurait été coulé par un monstre marin, a été retrouvé dans la mer d'Irlande. Ce sont des ingénieurs de la compagnie énergétique Scottish Power travaillant sur un câble électrique sous-marin au large de l'Écosse qui ont repéré l'épave remarquablement préservée. À l'époque de l'incident, le capitaine du UB-85 avait affirmé avoir été attaqué par un monstre marin, aux grands yeux et aux dents luisantes. La marine britannique affirme plutôt, de son côté, que le sous-marin de 45 mètres aurait été coulé par le navire HMS Coréopsis, qui patrouillait dans les environs. Ils sont bien casseux de partir, ces Britanniques-là. J'aime mieux l'histoire du monstre marin, moi. Québec. 2 astronomes de l'Université Laval auraient détecté des signaux extraterrestres étranges venant de 234 étoiles différentes, mais de couleur et de taille comparables à celles de notre Soleil. Les 2 chercheurs ont fait leur annonce dans le Publication of Astronomical Society of the Pacific et affirment avoir détecté des signaux pulsés dont l'origine, d'après eux, ne peut avoir d'explication naturelle. Les spécialistes restent par contre prudents, car le mois dernier, un autre signal, enregistré par un radiotélescope russe, s'est révélé pour sa part être une fausse alerte, probablement provoquée par des ondes émises par un satellite militaire. Vous imaginez 234 étoiles qui émettent le même signal? Hey, on a affaire là à un empire intergalactique! États-Unis. Triste nouvelle dans l'univers de la bande dessinée. Le Britannique Steve Dillon, co-créateur des comics Preacher, est décédé le 22 octobre à l'âge de 54 ans. Steve Dillon avait également participé en tant que dessinateur au renouveau de la série de Punisher dans les années 2000, toujours en collaboration avec Garth Ennis. Il avait d'ailleurs commencé tout récemment à mettre en image les aventures de Frank Castle. Notons en terminant qu'une adaptation télé de Preacher a été présentée sur AMC au début de l'année. Belgique. Sur une note plus réjouissante, toujours dans le domaine de la bande dessinée, nous apprenions récemment que le réalisateur de La vie des autres, Florian Ankel von Donnensmarck, allait chapeauter une adaptation télé de Torgal. En effet, Jean Van Hamme et Grzegorz Rosinski ont cédé leurs droits au réalisateur allemand et son producteur, qui ont l'intention de créer une série dans la veine de Games of Thrones et Vikings. On ne sait pas encore quand sera lancée la série, ni combien de saisons et d'épisodes sont prévus, mais comme les BD originales comprennent 35 volumes, sans compter les dérivés, il manque pas de stock pour inspirer une longue saga télévisuelle. J'ai bien hâte de voir qui va incarner Chris de Val-Nord. Hein? Non, pas Chris de Val-d'Or, Chris de Val-Nord. Pour nous suivre et découvrir d'autres nouvelles insolites, devenez fan de notre page Facebook.
Vous pouvez aussi suivre l'étrange programme sur Twitter ou sur tcftv.ca. On débute avec une première chronique consacrée aux jeux vidéo. Alors Sébastien, bonjour. Salut Jason, ça va? Oui, toi? Super bien. Tu viens nous parler de quoi aujourd'hui? En fait, on va parler du démo du jeu Outlast 2. En fait, il y a eu un grand drame dans la communauté des joueurs de Survival Horror. Le jeu montréalais Outlast, en fait, la fameuse suite qu'on attendait depuis tellement longtemps, qui était supposée sortir en octobre, a été repoussée en 2017. Donc, tu as pu jouer juste à la démo. Juste pour ceux qui savent pas, c'est quoi un Survival Un Survival Horror, Horror? c'est tout simplement un jeu vidéo dans lequel on est confronté à un endroit extrêmement inquiétant avec des monstres auxquels on ne peut pas se défendre, à part se sauver et se cacher. Donc, le but, c'est de survivre à une menace quelconque, peu importe. Absolument. Parfait. Et voilà. Et là, tu disais, le jeu est reporté pour quand? Quelque part en 2017, le mois n'est pas précisé, mais Okay. Comme disaient les gens de chez Red Briar Bros, un studio montréalais d'à peu près une douzaine de personnes qui voulaient vraiment prendre le temps nécessaire pour sortir le meilleur produit possible, tout simplement. OK, les raisons sont bonnes pour... Mais ils ont été assez gentils. Ils nous ont sorti un démo d'à peu près une durée de 20 à 30 minutes pour simplement nous montrer un petit peu qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment dans leur bureau. Et c'est assez formidable. Alors, je suis là pour t'en parler. Ouais, alors, allons-y. Grosso modo, l'histoire, c'est pas compliqué. C'est l'histoire de Blake Landerman. C'est un journaliste d'enquête. Lui et sa femme sont sur la piste d'une espèce de meurtre étrange qui inclut une femme enceinte sans aucune identité. Et l'enquête les amène dans le désert de l'Arizona. Et un soir, l'hélicoptère dans lequel ils prennent place s'écrase et il tombe en plein milieu du désert. Blake se réveille, sa femme n'est pas là, il titube un peu. Finalement, il entend des cris de sa femme loin à l'horizon, alors il part à sa recherche. C'est sa femme à lui qui est enceinte? Non, exactement. C'est la victime. Il enquête sur un... OK, c'est la... OK. Absolument. Alors, et ce personnage-là, est-ce que ce personnage-là était déjà dans le premier jeu? Non, ça a l'air d'être un personnage nouvelle... complètement fait pour la suite. Alors, grosso modo, c'est un peu ça l'histoire pour le moment. C'est sûr qu'elle va être développée plus tard. Alors, vu que c'est une suite, il y a des mécaniques du jeu qui reviennent. La première, bien sûr, ce qui a fait la marque du premier Outlast, c'est la caméra que le personnage utilise pour filmer des choses et ainsi que l'option de la vision de nuit, justement, qui sert pas mal à regarder, à voir dans le noir et tout ça, les trucs les plus horribles possibles. Donc ça, c'est de retour. Aussi, comme je disais, en tant que bon survival horror, c'est beaucoup axé sur la furtivité et la fuite. Il va falloir rentrer dans des endroits sans se faire repérer par les méchants et tout ça. Malheureusement, il n'y a pas de combat possible. C'est vraiment de l'évasion. Si on combat les gens, on meurt. Au niveau, je ne sais pas si tu l'as dit, mais au niveau de la présentation de notre avatar, est-ce que c'est quoi? C'est la troisième personne, la première personne? Oui, effectivement, c'était la première personne, carrément, du bon vieux first person qu'on appelle. Donc, j'imagine, amène l'intérêt de la caméra qui va changer un peu ce qu'on peut voir avec la vision de nuit. Exactement, tout compris. Les thématiques, vu que c'est une suite, elles changent un petit peu. Là, ça a beaucoup l'air de parler de fanatisme religieux et de secte dans le Bible Belt américain. Quelque chose, justement, qui suscite la peur, sans vraiment le mettre dans un contexte épeurant. Donc, ça va être quelque chose. Aussi, les environnements qu'on a pu voir dans le démo, ça a l'air d'un peu sortir de ce que le premier nous présentait. Le premier, c'était beaucoup un lieu vraiment séclus dans un asile psychiatrique duquel on sortait pas. Là, ça a l'air vraiment en plein air. Dans le démo, on rentre dans un village décrépit, dans une école primaire, puis il y a une poursuite dans un champ de maïs à la fin. Ensuite, qu'est-ce qui fait peur dans le démo? Grosso modo, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup, dans chacun des tableaux, il y a énormément d'inquiétantes étrangetés, des trucs vraiment dérangeants. Il y a également aussi des images très crues, dérangeantes et très gore. Alors, vous allez voir, on rentre dans une pièce parce qu'il y a plein d'enfants morts sur le plancher. On peut même marcher dessus. Des enfants, OK. Donc, j'imagine que c'est un jeu qui est pour adultes. Oui, absolument. Puis par la suite aussi, ce qui fait peur, il y a beaucoup d'hallucinations visuelles et auditives qui font questionner le réel puis la santé mentale du personnage. Et aussi, il y a les ennemis. Les ennemis, d'après ce qu'on a pu voir, on voit que ça a l'air d'être un mélange des habitants du village pas mal déformés et mutilés. Il y a l'air aussi d'avoir des créatures fantomatiques qui se font un plaisir de nous faire des sauts, justement, en ayant la manette dans les mains. Parfait. En terminant, donc, c'est un jeu qui a été développé par une boîte montréalaise? Absolument. Red Barrel Studio, oui. Parfait. Puis c'est sur quelle console? Là, ça va sortir en 2017, comme je disais, sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Super. Merci Sébastien. Ça fait plaisir. Tu restes avec nous? Avec plaisir aussi. On s'en va maintenant à l'étrange séquence. Alors, imaginez que des toiles du peintre Jérôme Bosch, le peintre néerlandais qui faisait des peintures plutôt morbides, imaginez que ces peintures prenaient vie. C'est ce qu'on va voir à l'instant.
maintenant le temps de notre entrevue de la semaine. Nous recevons aujourd'hui Marc Boisclair, qui est le cofondateur et rédacteur en chef du site Horreur Québec. Alors Marc, bonjour. Salut Jason. Ça va? Bien toi? Oui. Oui, merci de nous recevoir. Ben, ça fait plaisir. Ça fait pas très longtemps que le site existe, ça peut-être un an? Oui, on a fêté notre première année là, au début du mois d'octobre. Donc, comment est née cette idée de ce site et c'est quoi l'objectif du site? En fait, moi, j'ai comme un petit problème psychologique. Là. Quand j'écoute un film avec ma passion pour les films d'horreur, j'ai de la misère à garder ça pour moi. J'ai besoin de partager ça avec les gens. Puis, dans mon entourage, j'ai pas beaucoup de gens qui s'intéressent à ce genre-là. Donc, d'où l'idée de créer une plateforme un peu pour réunir des gens pour discuter de... Du cinéma d'horreur avant tout? Ou... Oui, c'est un domaine qui est assez vaste, puis c'est le domaine qui me passionne plus que la science-fiction, que le fantastique. Donc c'est pour ça qu'on a parti le Horreur Québec comme ça. Mais est-ce que vous touchez à d'autres... parce que l'horreur, ça touche pas seulement le cinéma, la littérature aussi, tout ça. Donc est-ce que ça, vous abordez ça? Ou... Oui, absolument. Bien là, en fait, on est un peu en... Dans ma tête, on est toujours un peu en période de rodage. Encore, ouais. parce que c'est long établir un peu des chroniques ou trouver des collaborateurs, tout ça. Mais oui, on parle de tout ce qui est événement. On va parler de, si l'occasion s'y prête, on va parler d'art visuel, on va parler, comme tu dis, on parle déjà de littérature aussi. Oui, j'ai vu qu'il y avait une critique, entre autres, d'un livre qui ça fait longtemps qu'il est sorti, La mémoire du lac de Joël Champetier. Oui, c'est ça. Vous parlez de Solaris, qui n'est pas une revue qui aborde seulement la science-fiction. Oui, non, c'est vrai. Donc, il y avait quand même des éléments au niveau de la littérature. On parle d'art visuel, tu sais, il y avait une chronique que tu tenais avant sur Cinéma Magazine, à laquelle je participais aussi, et qui avait été fondée par Alexandre Duguay, qui est un de nos chroniqueurs, donc qui s'appelait Trauma oculaire, une excellente chronique qui portait justement sur l'art visuel du type horrifique. Oui. Ça, est-ce que tu continues à faire ça? Est-ce que tu as l'intention de recommencer ça? Écoute, dans le meilleur des mondes, moi, je ferais tout ça, mais... En ce moment, j'ai pas encore le temps de m'attaquer à faire une nouvelle chronique, donc je focus sur la nouvelle horreur, la critique horreur, je focus sur ce qui est le noyau du site, du site. Puis éventuellement, si j'ai plus de temps à mettre sur... si un jour, dans 10 ans, je peux me consacrer. Tu pourrais peut-être la transformer en version télé pour nous. Ça, c'est une bonne idée. Oui. On disait, tu disais que tu t'intéresses moins au fantastique, moins à la science-fiction. C'est pour ça que vous avez voulu vous consacrer à l'horreur. Ceci dit, je serais jamais fermé à accepter quelqu'un dans mon équipe qui veut me parler de science-fiction. Non, malgré le titre qui est quand même assez directif, par exemple. Oui. Mais j'allais dire, des sites québécois consacrés à l'horreur, il y en a quand même quelques-uns. Oui. Est-ce que vous réussissez à faire votre place? Vous marchez pas trop sur les pieds? Non, en fait, ça va bien parce que notre formule est que je considère un peu différente de celle qui existe déjà. C'est qu'on veut focusser principalement sur la nouvelle, en fait. OK. Principalement de l'actualité, des nouvelles, puis ça. Oui. OK, parfait. Et on abordait justement que tu n'étais pas fermé à la science-fiction, à la fantasy, mais quand même, voir qu'il y a autant de sites qui sont consacrés à l'horreur, est-ce que le milieu de l'horreur serait un peu sectaire? Parce que souvent, les gens qui vont s'intéresser à la science-fiction vont aussi aborder la fantasy puis d'autres genres. Est-ce qu'il y a comme un trip un peu... Mais oui, je pense que tu as raison. Puis je pense que quand tu es fan de cinéma d'horreur, tu plonges dans ce monde-là à part à 100%, tu sais, puis je pense que c'est un monde aussi qui est assez vaste à couvrir, donc je pense que je serais pas... Je me demandais, pour réussir à accomplir tout ça, est-ce que vous avez une grosse équipe? En fait, l'équipe se construit au fil des mois. On est présentement 7, peut-être bientôt 8, à jouer un peu là-dessus. Donc, on est une petite équipe. Excellent. Puis là, déjà, après un an, est-ce que vous avez une certaine source de revenus pour être capable de financer vos activités ou c'est comme encore autofinancé? Non, c'est autofinancé, puis on se fie, tu sais, aux fournisseurs qui veulent bien nous envoyer leurs livres ou justement, tu parlais de Solaris qui nous envoie leur revue
au festival qui va bien nous accorder une passe pour qu'on parle d'eux. Oui, OK. Donc, c'est selon un petit peu les acteurs du milieu. Mais est-ce que vous avez quand même de la publicité un petit peu pour financer? Parce que vous êtes des bénévoles, mais pour moins financer l'hébergement du site, ça, est-ce que vous avez de la publicité, quelque chose qui... Non, pas encore. C'est peut-être quelque chose qu'éventuellement on va mettre sur pied, mais les gens qui écrivent pour nous, puis moi, en fait, c'est simplement que par passion, pour la passion du genre. Et là, justement, tu parles que vous voulez couvrir l'actualité par rapport à l'horreur. Pendant qu'on enregistre l'émission, c'est octobre. Vous ne devez pas manquer d'événements à couvrir en ce moment? Non, en ce moment, c'est assez une période, c'est un mois assez intense. Oui, réussissez-vous à fournir un peu? Oui, ça va. Ouais. Puis au niveau justement de l'impact au niveau des acteurs, je parlais des acteurs du milieu parce que c'est souvent qu'on va aller dans des festivals, faire des critiques, on cherche à avoir des accréditations. Des fois, quand notre nom n'est pas encore tout à fait connu, c'est plus difficile. Est-ce que là, vous réussissez justement à avoir ce contact-là avec les événements de Montréal? Ben oui, en fait, ça m'a beaucoup aidé aussi d'avoir collaboré avec Cinest Magazine à l'époque. Oui, OK, tu avais déjà une référence. J'ai des contacts un peu, je connais les gens qui organisent les festivals maintenant. Je me suis fait des amis aussi par la bande, des amis qui sont dans le domaine, qui sont des réalisateurs ou qui... Parce que là, vous venez de faire le FNC, le Festival de Nouveau Cinéma. Est-ce que tu as vu des trucs intéressants par rapport à l'horreur? J'ai été un peu... j'ai vu des trucs bien au FNC, mais j'ai rien... Il n'y a rien qui m'a jeté à terre là, comparativement aux autres années. Mais ouais, on a couvert FNC, puis... Il y a Maleficia, tout ça qui passe en ce moment. On a reçu déjà, d'ailleurs, le directeur artistique la semaine dernière. Et là, vous avez organisé aussi le 29 octobre un party d'Halloween. Oui. C'est le premier événement que vous organisiez avec Horreur Québec? Oui, c'était notre premier événement, puis c'était assez rapide, en fait, comme processus. Tu sais, ça fait juste 1 an déjà, on organise un premier événement. C'était pour fêter votre première année, justement? Ou... non, en fait, c'était un peu dans le but de peut-être voir si on pouvait financer certaines parties de l'hébergement ou tout ça. Okay. J'ai le cofondateur qui est avec moi, David Magny, a souvent organisé ce genre d'événements-là, puis il s'y connaît un peu dans le domaine, tout ça. On a eu la chance d'avoir les gens de... le Lab Secret qui a participé, entre autres, Christian Page et je ne sais pas c'est qui l'animateur qui est avec lui, mais Eric ils ont fait un tournage d'un de leurs épisodes. Oui, c'était très bien. Puis, c'est ça, fait que ça nous a fait ensemble une belle visibilité. Et pour ceux qui ont raté ça, est-ce que vous prévoyez organiser d'autres événements au cours de l'année ou l'année prochaine? Oui, en fait, on aimerait en faire un événement annuel, notre party d'Halloween, puis rendre ça un peu plus gros d'année en année. Parce qu'il y a eu lieu où, le party d'Halloween? C'était à Montréal ou c'était... C'est à l'Assomption. À l'Assomption, OK, parfait. Dans un lieu hanté, le vieux palais de l'Assomption, qui est un lieu où, au Québec, assez reconnu pour le domaine des lieux hantés. D'où la localisation. Le choix du lieu. Parfait, merci beaucoup, Marc. Merci. Alors, on s'en va à la pause et on vous revient avec le reportage de l'Étrange Montréal. Vous êtes de retour à l'étrange programme. C'est maintenant le temps du reportage de la semaine. Alors, Alexia, qu'est-ce que tu nous présentes cette semaine? Bonjour, je vous présente le Festival Spasme, qui est un festival qui fête sa 15e édition. Ça se spécialise en courts-métrages insolites. C'est comme ça qu'ils se définissent. C'est leur nouveau branding cette année. Exactement. Ouais. Donc, on a eu la chance de voir plusieurs courts-métrages 100% québécois. Et c'est ce que je vous présente. Parfait. Allons voir ça. Le Festival Spasme est né en 2002 d'une certaine frustration, si on veut, pendant mes études cinématographiques à l'Université de Montréal, que le cinéma de genre était un petit peu snobé ou du moins pas valorisé. En tant que réalisateur, qu'est-ce qui t'a amené au cinéma de genre? C'est le cinéma que j'aime regarder, c'est le cinéma que j'aime.
Moi, je dis tout le temps aux gens, moi, ça fait plusieurs années, ça fait 12 ans à peu près que je travaille chez le cinéma de genre. J'ai présenté plusieurs films à Space aussi dans le passé. Puis c'est un cinéma que je connais, c'est un cinéma que j'aime. Le cinéma qu'on dit d'auteur. J'ai un peu de difficulté à dire auteur parce que le cinéma de genre aussi, c'est du cinéma d'auteur, mais bon, c'est pas ma tasse de thé. Je suis plus une personne qui aime quand ça bouge, qui aime faire peur, qui aime faire vivre des émotions fortes. Donc, je trouve que le cinéma de genre, ça s'adapte bien à ce genre. Salut, merci à Space aussi de nous inviter. C'est super le fun de présenter notre film ce soir. Arlène, c'est un gros drame. J'espère que vous allez aimer ça. Ben c'est ça, on est super heureux, on est surtout, on aime Jésus, puis on voulait partager ça avec vous ce soir. Praise the Lord, hallelujah! Peux-tu nous expliquer comment ça a évolué de l'horreur à quelque chose de beaucoup plus diversifié aujourd'hui? Au départ, c'était effectivement uniquement des courts-métrages d'horreur, mais dès la deuxième édition, on a ajouté la science-fiction et le fantastique, car entre-temps, on est allé au Festival Vitesse Lumière à Québec, qui était un festival de courts-métrages de genre comme le frère ou cousin, mais en tout cas précurseur de Space, il faut le dire, il existait avant nous. Puis c'est là qu'on avait découvert de la science-fiction d'ici. Puis ensuite, on a ajouté des films de combat et de ninja québécois quand on a découvert qu'il y avait du monde qui faisait ça. Puis de la comédie, puis éventuellement de l'inclassable. Et ensuite, même chose, on a reçu des films français, donc on a décidé de s'ouvrir à toute la francophonie. En s'ouvrant à la francophonie, on a reçu des films étrangers de d'autres pays en Europe. Et finalement, on est rendu à un festival de courts-métrages insolite qui inclut le genre, beaucoup québécois, mais ouvert sur le monde. Donc c'est vraiment à tous les ans que le festival évolue un petit peu. Chaque année, on dirait qu'on s'ouvre un petit peu plus vers d'autres genres, vers d'autres pays. Comment tu imagines le festival dans 15 ans? Celle-là, je la trouve pas pire, hein, dans 15 ans. Pour être franc, le festival est beaucoup au jour le jour depuis toujours. T'sais, la 5e édition du festival, elle s'est appelée la pas tuable, là, parce que ça a tout pris là, pour qu'on en vienne à bout. La 5e, on est rendu à 15. On est pas mal certain qu'il va en avoir d'autres dans les prochaines années, mais de 15 ans, tu m'en demandes un peu. Comme deuxième chronique ce soir, nous allons parler de littérature avec Élise. Alors, salut! Allô, ça va? Ça va bien, toi? Oui, merci. Oui. Donc, tu viens nous parler de quoi ce soir? Ça s'appelle La Tour de l'alchimiste. C'est une suggestion de Pierre-Alexandre Bonin de la librairie Monet. Oui. C'est un livre français par François Lévin, qui est un gros fan de jeux de rôle, de jeux vidéo. Okay. Et c'est publié au 404 Éditions, qui est une maison d'édition qui est consacrée à la culture geek. Donc, ils vont publier des guides de jeux. Ils font même des petits guides de programmation, genre initiation à la programmation pour les enfants. Donc, c'est leur mandat. Puis là, ils s'attaquent au Escape Book, qui est un livre inspiré des Escape Rooms. OK. Qu'est-ce que c'est, des Escape Rooms? C'est très populaire depuis une couple d'années. Donc, tu as dû en entendre parler. Tu en as peut-être déjà fait. Peut-être que toi, tu en as déjà fait aussi. J'entends beaucoup entendu parler, oui. T'en as-tu fait? Malheureusement, non, mais j'ai un de mes amis qui travaille et il a bien du plaisir. OK. Donc, en gros, toi et ton équipe, vous êtes enfermés dans une pièce pendant 1 heure top chrono. Puis, vous devez trouver le moyen de vous échapper. Donc là, il va y avoir des indices un peu partout. Il va y avoir des énigmes à relever. Puis, il y a souvent un thème. Donc, par exemple, tu vas être dans un temple inca, tu vas être dans un bateau de pirates. Dans le cas du livre ici, tu te retrouves dans une tour. Donc, tu as perdu... c'est comme un livre dont tu es le héros. Donc, tu as perdu un pari. Et tu te retrouves enfermé dans une tour mystérieuse qui se trouve être un gigantesque labyrinthe, plein d'énigmes, plein de fausses pistes, plein d'indices, et il faut que tu trouves le moyen d'en sortir. Et là, c'est-tu comme les livres, vous êtes le héros, où des fois tu passes de la page 15 à la page 56, ou... Oui, mais tu te promènes, c'est un peu plus linéaire, en fait. Oui, tu vas faire beaucoup d'allées et venues, mais c'est pas justement... tout est pas mal, tout à la même place. Puis t'as des choix qui déterminent si tu réussis ou pas le jeu? T'as pas tellement de choix. Pas tant que ça, non? OK. Non. Mais où est l'intérêt de faire ça, de vivre cette expérience-là au travers d'un livre plutôt que d'aller justement sur le terrain puis d'en faire vraiment un escape room? Je vais plus t'expliquer en fait ce qui est les différences. Donc, si tu fais un escape room, tu as une pièce, peut-être une deuxième pièce. Là, ici, tu as tout un labyrinthe qui est à ta disposition. Tu n'as pas non plus de limite de temps. Donc, tu as toujours, habituellement, c'est 1 heure, mais tu as toujours une limite de temps fixe quand tu fais un jeu genre échappe-toi. Si tu as chaud ou si tu as pipi, c'est moins compliqué. C'est moins compliqué. Tu vas un signet, puis tu vas faire tes affaires, puis tu reviens. Tu as un carnet à la fin aussi.
pour noter toutes tes impressions, tous les indices que tu as récoltés. Tu peux prendre tes notes, justement. Puis, c'est aussi un vrai livre, un vrai roman. Donc, tu as des monologues, tu as un personnage qui vit des choses, tu as une intrigue, Il y a seulement un personnage qui est un peu celui que tu incarnes, si je peux dire? Ou... Tu as ton personnage à toi. En fait, pour peut-être expliquer vite un peu l'intrigue, parce que là, j'ai expliqué en gros, mais toi, tu viens d'une famille, l'alchimie, la sorcellerie occupait vraiment une part importante de ton éducation. Puis toi, en vieillissant, tu as décidé que c'était juste un tas de superstitions. Puis tu te rends compte une fois dans la tour qu'il y avait du vrai là-dedans, puis que ta famille serait un peu mêlée au fameux labyrinthe. OK. Puis toi, est-ce que tu as réussi à passer à travers le labyrinthe? Non? Non. C'est trop difficile? Bien, en fait, je regardais sur Internet un peu, puis je voyais, bon, si tu es quelqu'un qui a l'habitude de faire des livres d'énigmes, tu devrais t'en sortir assez bien. Autrement, je crois que c'est quand même possible de le faire. Moi, j'ai pas réussi. Il y a des prédispositions. Il faudrait que tu sois bon en visualisation, parce que oui, il y a des illustrations dans le livre, mais c'est sûr que tu n'es pas sur place. Il faut que tu sois capable de t'imaginer un peu, bon, telle statue est à telle place, il y a tel symbole gravé ici, et aussi que tu sois capable de lire un shot. Parce que, bon, on parlait de faire une pause pipi et tout, OK. Mais plus tu t'arrêtes, plus tu perds le fil. Là, tu sais plus c'est quoi que tu avais découvert. Puis, fait que si tu as, genre, un après-midi à consacrer... mais de là, le petit carnet aussi, l'utilité du petit carnet, de prendre des notes pour ne pas perdre trop le fil. J'étais pas bonne. Non, mais est-ce que malgré le fait que tu n'as pas réussi à le terminer, tu as aimé ton expérience quand même? J'ai aimé mon expérience. Je pense pas être la lectrice, justement, cible. J'ai pas la patience. J'ai pas la logique non plus. Mais vraiment pour les gens qui sont... Toi, je t'imagine bien, justement, t'aimes ça, genre fouiller, là, puis tout. Là. Ouais, ben moi, je pense que ça serait ton genre. Je sais pas qu'est-ce qui te fait penser ça, puis, mais ça se peut. Il y a une suite, je crois, qui s'en vient. Je sais pas si c'est... La fin laisse présager une suite. J'ai entendu dire qu'il y avait un autre livre comme ça qui viendrait en novembre. Je sais pas si c'est la suite de celui-là ou un autre. OK, parfait. Donc, c'est disponible aussi au Québec, pas seulement en France. Et rappelle-nous le titre et l'éditeur. L'éditeur, c'est 404 Éditions. L'auteur, François Lévin, et c'est La Tour de l'Alchimiste, Escape Book. Parfait. Bien, merci beaucoup. Plaisir. Merci à vous deux, en fait. C'est ce qui met fin à notre émission ce soir. On se revoit la semaine prochaine.